Vous écoutez Un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant. Le podcast d'inspiration créative et créatrice. Bonjour Ziva. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui dans Un monde vivant. Le podcast dont je t'ai parlé à l'époque quand il n'était pas créé. Enchantée. Et ouais, je suis ravie d'être ici. Je suis très flattée que tu m'as invitée à ton podcast. Avec grand plaisir. Alors nous, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi. On va en parler plus après, mais tu es coach pour femmes dans leur carrière professionnelle. Et à un moment où moi j'ai vécu plusieurs transitions les dernières années, d'une activité à mon compte où je faisais des podcasts, de la communication pour des entreprises. Et j'avais aussi une dimension artiste qui se révélait pas là-dedans et j'avais envie de tout réconcilier. Et je sortais aussi d'une étape un peu difficile personnellement. Et je me suis dit, je pense que me faire coacher, ça serait quelque chose de positif. Et je t'ai contacté, j'avais ton nom précieusement gardé depuis quelques années. Et donc voilà, on a fait tout un chemin comme ça ensemble qui était génial. Je t'en remercie encore, je pense régulièrement à toi aujourd'hui. Donc comme quoi ça accompagne dans la durée. Ah, c'est super d'entendre ça. Et toi, j'aimerais te demander, pour introduire un petit peu aux auditeurs, comment tu te présentes aujourd'hui ? C'est vrai que ça dépend avec qui je suis, quel est le sujet, le contexte, mais pour moi, aujourd'hui, le 30 mars 2026, je me présente comme femme qui a bientôt 52 ans. Je dis ça parce que c'est vrai que mon âge fait quelque chose par rapport à là où je suis dans mon cheminement en tant que personne. Je ne pensais pas à ça, honnêtement, que l'âge allait informer autant de choses sur mon identité. Il y a une certaine richesse avec cette bientôt 52 ans, avec l'expérience que j'ai traversée, que j'ai acquis. Ça fait maintenant 26 ans, je suis en France et je suis partie de chez moi quand j'avais 25 ans. Et donc, mon identité est vachement influencée par cette double couture, ce double regard. Donc, pour être un peu plus concret dans qui je suis, donc je suis coach. Ça, c'est mon activité principale. Comme tu avais dit, j'accompagne des femmes qui sont dans des moments de profond questionnement par rapport à leur identité par rapport à leur carrière, leur travail, leur activité professionnelle. Mais pour moi, c'est pas uniquement ça. On peut pas distinguer une femme par rapport à son activité pro, sans parler de la personne derrière. On a souvent envie que les choses soient dans des petits mondes bien émertiques, mais on est vraiment des êtres entiers avec toutes ces facettes qui influencent nos choix. Et donc voilà, mon activité principale, c'est de vraiment décortiquer qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là de la personne qui est en cours de construire une nouvelle chapitre pour elle. Donc ça, j'adore mon activité. Je me sens vraiment chanceuse d'exercer cette activité depuis bientôt 10 ans. J'ai commencé en 2017. J'ai l'impression d'avoir la chance de pouvoir continuer à faire mon activité dans un monde où il y a l'AI, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à donner leur avis. Mais je vois mon activité vraiment comme une posture qui évolue avec le temps, avec mes clientes. J'apprends beaucoup avec les personnes que j'accompagne. Je trouve ça hyper riche de pouvoir être participant en fait d'une sorte de renaissance qui se dévoile vraiment en partenariat, donc c'est très beau. Et en dehors de mon activité de coach, je suis une créative. J'aime bien d'autres médiums. J'ai un podcast aussi où j'ai interviewé des femmes qui ont des parcours atypiques, qui ont une sorte d'expertise dans un certain milieu, et donc l'idée c'est de voir comment elles ont réussi à s'écouter dans ces moments de cheminement, de transformation, et comment cet parcours a un peu influencé leur expertise, leur regard sur leur travail. Donc je suis en train de développer la 5e saison de mon podcast. J'ai aussi un newsletter sur Substack et je suis en train de terminer un livre. Ça, c'est très excitant. Quel bon projet. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire quelque chose un peu plus conséquent, qui soit écrit, et donc j'ai commencé ça l'année dernière.
dernière et c'est bientôt terminé. C'est un projet de longue haleine, quoi. C'est ça. Même si j'ai commencé à écrire il y a 1 an, le contenu était en train de se construire un peu derrière, inconsciemment, depuis beaucoup plus longtemps. Oui. C'est ça que je trouve que c'est passionnant avec les livres, c'est que c'est des accouchements d'une matière qui ne peut pas naître en 2 jours. Et c'est une matière qui grandit un peu dans les coulisses. Et au moment où ça sort, ou c'est le moment où ça sort sur le papier, sur l'écran, de le sortir dans le monde, c'est le résultat d'un processus inconscient ou invisible. Tout à fait. Et je pense qu'on a l'impression qu'il faut que tout soit évident tout de suite quand on va entamer un projet. Mais c'est en faisant le projet, en fait, qu'on apprend sur quoi on est en train de travailler. C'est pas forcément tout de suite, ok, on fait ces projets, c'est pour cette raison, voilà le contenu, c'est en le faisant que ça s'éclaire. Que ça s'éclaire. Merci déjà pour ça me donne déjà plein d'envie de questionnement. Est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que le coaching ? Alors ça devient une pratique de plus en plus connue et en même temps, il y a tellement d'approches différentes que c'est intéressant de préciser pour les personnes qui nous écoutent comment toi tu qualifies le coaching. Je suis de plus en plus reconnaissante du programme que j'ai fait, le programme certifiante, parce que c'était vraiment le message principal de cette école, c'était que on est là, autant que coach, à aider les personnes à s'écouter. Chaque personne qu'on a devant nous, autant que client, a déjà les réponses en elle, et c'est une sorte de clearing pour aider la personne à vraiment s'écouter, à se faire confiance, à se voir différemment. Et pour moi, je vois mon rôle, c'est de participer dans cet dévoilement de la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est pas forcément la personne qu'elle était il y a 5 ans ou 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, 30. On est toujours en train de s'évoluer et c'est de vraiment être présent dans ce moment où il y a un nouvel chapitre qui se dessine pour être le plus aligné avec la vérité de la personne qui veut sortir. J'assiste à une sorte de renouvellement et donc pour faire ça il faut vraiment être une sorte de antenne neutre, bienveillante, sans jugement. Je pense que ça c'est vraiment l'élément le plus important, c'est que la personne peut vraiment arriver avec tout ce qu'elle a, toutes ses préoccupations, toutes ces zones un peu obscures. S'exprimer à cœur ouvert. Complètement. Parce qu'il n'y a aucun jugement. Elle peut me dire n'importe quoi. And I'd be like, ok, merci. Tu te mets dans le monde de l'autre, en fait. C'est-à-dire que tu vas à hauteur de qui est l'autre pour l'accueillir dans ce qu'il est lui et pas par rapport à toi, ta vie à toi et ton propre chemin. C'est-à-dire il y a c'est quelque chose de disposition pour l'autre, de qui tu es. Je le vois un peu comme un copilote. Je suis à côté, je pose des questions parce que je suis vraiment l'observateur de ce que la personne va me dire. Je ressens quand même des choses. Je pense que de plus en plus, en faisant mon activité, je peux me faire confiance aussi quand il y a quelque chose que j'ai envie de pousser un peu plus loin. Avant, peut-être, j'aurais fait mais ça, c'est pas vraiment le script. Parfois, j'ai une question qui se pose dans ma tête et au lieu de dire non, ça c'est pour plus tard, je vais le faire maintenant. C'est ces moments où je me fais confiance, que surtout quand il faut absolument que ça soit bienveillante, dans le bon moment en fait où ça peut être utile pour la personne. Je me laisse un peu faire guider par aussi mes petites intuitions. Et je trouve qu'elles sont bonnes et c'est pour ça que je dis que je pense régulièrement à toi, parce que c'est toi qui m'avais dit Sarah, tu devrais plus explorer la créativité. Vraiment, il y a un truc quand même avec toi et la créativité qui est assez naturel et qui t'anime, sans forcément que le mot soit celui que j'ai utilisé précisément. Et c'est vrai que quand je regarde avec le recul, après là où mon chemin m'a emmené et m'emmène encore, le mot créativité est central. Et ça, c'était une intuition que... C'est-à-dire, c'est un moment où tu avais mis une synthèse de tout un tas de choses que je dis qui amenaient à cette possibilité d'explorer ça. Et après, c'est à chacun de faire son chemin, ou de prendre ou pas prendre, mais en tout cas, j'avais trouvé ça passionnant. Sarah, tu devrais vraiment juste te pencher un peu sur... penser un peu plus à la créativité. C'est vrai qu'il y a des moments où je ressens qu'on danse autour de quelque chose qui est très, très, très important pour la personne. Et parfois, c'est tellement proche à la personne que tu n'as pas assez de recul pour voir ce que c'est. Qui se dit, c'est presque trop simple. Parce qu'en fait, c'est tellement évident. C'est tellement évident.
Isn't everyone like this? Et moi, avant d'être coach, j'étais manageuse et j'ai formé des gens, je les suivis, je les accompagnais. Je vois un vrai lien avec le coaching, autant que manager, où tu es là à développer le potentiel chez chaque personne. Et parfois, nos talents sont tellement évidents, proches, qu'on ne les voit pas comme des vrais bijoux, comme des vraies perspectives uniques. Et l'idée, pour moi, c'est pas de devenir une autre personne. C'est de pas me dire, OK, j'ai pas ces compétences ou voilà, ça y est, j'ai des trous dans mon CV, il faut absolument que je développe autre chose. C'est de voir qu'est-ce qu'on fait déjà tellement bien, naturellement, avec la joie, pour pouvoir mettre un cadre autour de ça. Donc, tu crées ton propre univers d'expertise en étant toi. C'est une sorte de gain-gain, en fait. On réussit en étant nous. Il y a beaucoup de questions qui sont posées à l'intérieur de ce processus. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il y a la valeur? Et si je fais ça et je fais pas d'autre chose, qu'est-ce que les gens vont dire? Dans le monde dans lequel on est, il y a beaucoup de difficultés. Est-ce que ça pourrait être aussi simple que ça? C'est ça. Mais on n'est pas vraiment dans le cheminement, on se pose pas ces questions tout de suite. C'est important qu'on se laisse vraiment rester avec des choses qui viennent naturellement, de suivre nos curiosités, nos passions et tout ça, pour éventuellement voir comment je vais l'appliquer ça. Qu'est-ce que je veux faire? Parce que sinon, on peut pas passer de A à Z sans vraiment explorer toutes ces facettes. Et souvent, les gens sont impatients, ils veulent aller vite, ils veulent avoir la certitude. C'est ça aussi, c'est de chercher la garantie que ça va marcher. C'est la peur qui parle de ce moment d'être rassuré, c'est pas la confiance de se dire que de toute façon le chemin il est dans tous les cas incertain et que c'est ça qui en fait le chemin de la vie, quoi. Et parfois j'entends beaucoup parce que je suis américaine, j'ai grandi aux États-Unis, j'ai baigné dans ça, mais ça fait 26 ans que je suis en France, donc je comprends les deux cultures et je sais que souvent, ce que j'entends de mes clientes françaises, c'est « mais je veux la sécurité ». Je veux la certitude, la sécurité le poste, CDI. Le CDI, le salaire garanti qui tombe tous les mois. Et c'est vrai que ça donne l'impression de la certitude, mais à quel prix déjà? Qu'est-ce que tu payes d'une certaine façon? Quelles sont les conséquences en fait d'avoir cette certitude? Où tu restes peut-être dans un poste ou dans un milieu qui n'épanouit pas forcément. Et deuxièmement, avec mon expérience, moi j'étais salariée, j'avais un CDI, je m'imaginais grimper. Oui, parce que t'étais, on va faire un peu ton parcours aussi, mais t'étais directrice marketing, si je dis pas de bêtises, de Yelp, ce site que tous les gens de plus de 30 ans, je dirais, ont connu. Maintenant, je sais pas si avant c'était bien utilisé, mais c'était un site qui permettait de noter les lieux. En fait, c'était un peu les débuts du monde d'aujourd'hui où on a des avis. Je sais pas si on pourrait le comparer à TripAdvisor ou. Oui, ça c'était souvent la comparaison. Oui, voilà. C'était un peu comparer des lieux, faire noter des lieux, etc. Et quand ils ont ouvert en France, ça a été toi qui a été responsable de toute cette ouverture. Si je dis pas de bêtises, c'est ça que je sais. Ouais, en fait, j'étais journaliste pendant 10 ans. Et j'ai quitté mon activité et j'ai lancé un blog où je parlais des lieux insolites à Paris qui étaient sur rendez-vous uniquement. Et j'ai développé cette site pendant un an et plus. Et c'était grâce à ce site que Yelp m'a contacté, ça c'était en 2010, pour lancer Yelp en France. Donc c'était le big job et beaucoup de responsabilités, pas un playbook qui s'appliquait en France, donc il fallait inviter beaucoup de choses parce qu'on ne pouvait pas juste appliquer le playbook américain en France, c'était non. Ça marchait pas. Donc, il y avait beaucoup de liberté, beaucoup d'expérimentation. Je me suis vraiment amusée à apprendre et à embaucher des personnes, les former et avoir cette responsabilité. Mais le chose que j'attendais pas du tout,
J'aurais jamais imaginé était que en 2016, après une reorganisation depuis les top 3 dans la société, ils ont décidé de virer toute l'équipe internationale. De fermer et de garder quand même aux États-Unis ou même de fermer partout? Ils ont décidé de ne plus avoir des personnes sur place dans chaque pays pour développer le côté contenu, marketing communautaire local. Okay. Donc, moi et 200 personnes, on était remerciés sur un conference call, comme dans le film. Et c'était complètement inattendu. Juste pour te dire que je revenais de vacances et ma chef, elle m'avait envoyé un message le jour avant que je devais rentrer pour juste savoir comment j'allais, si je suis bien rentrée et si j'avais quelques minutes pour parler avec elle au téléphone. Et donc... moi, je pensais qu'elle voulait me donner une promotion et qu'elle voulait me donner son job. Que je sois promue au chef de toute l'Europe. Wow. Mais finalement, c'était pour m'annoncer que tout le monde allait être viré. Oh. Donc, je raconte tout ça pour dire que on n'est jamais en sécurité. Oui, voilà, parce qu'on allait faire le pont avec toutes ces femmes que tu accompagnes et qui veulent le CDI pour se rassurer. Et que toi, dans ton expérience passée chez Yelp, c'était pas... C'était complètement improbable. Vraiment. Ouais, en fait, la sécurité peut pas venir de l'extérieur, en fait. C'est-à-dire d'attendre qu'une entreprise nous donne tout. On ne sait jamais ce que le monde peut faire bouger. Non, ça peut. Mais regarde ce qui se passe avec les AI. On a plein d'industries qui sont là depuis des décennies. Et maintenant, on ne sait pas s'ils vont exister. Ouais. Donc, ça va tellement vite que la certitude, la sécurité, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est complètement abstrait. Il y a certaines choses que tu peux faire pour mettre tout le maximum de côté, de chances à tes côtés. Mais d'imaginer qu'en 2026, les CDI est la voie la plus certaine, sûre, c'est pas vrai en fait. Ce n'est plus vrai. On a besoin de créer des choses, créer des opportunités, créer une sorte de connexion à soi où on peut s'adapter, on peut être plus souple et on peut se réinventer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, ça me fait penser à avoir les jambes un peu qui peuvent toujours sauter d'un point à l'autre et de rester, même si on est dans une position salariale un petit peu stable, de toujours avoir quand même de la souplesse dans les jambes et de pas s'endormir là-dedans et de pas s'enkyloser, s'enquister. Ouais, j'aime bien cette image. Ouais, d'avoir un peu l'élan toujours à tes côtés, dans tes toujours pattes. Curieux. Pas de... Pour moi, quelque chose qui est venu depuis un certain temps dans mon travail, c'est et c'est ça aussi que j'explore dans mon futur livre, c'est the self-trust, qui est comment tu peux te faire confiance dans des moments où tout n'est pas clair, où il y a des contradictions, où il y a des désirs mais qui sont pas logiques, où tu t'entends quelque chose et ça sonne faux, mais tout le monde te dit que c'est vrai. Tout le monde voit ça. Tout le monde l'a déjà vécu. Yeah. And then you're like, c'est cette incohérence avec des signaux d'extérieur et le ressenti intérieur. Et si je fais un peu l'abstraction de tout ce que j'ai pu observer avec chaque personne, grosso modo, que j'accompagne, c'est ça qui est le plus important, je pense, dans ce processus, c'est de développer cette self-trust, c'est cette capacité à pouvoir dire, pour moi, ça, c'est ça, ce que je ressens, ce que je vois, c'est vrai pour moi. Et je peux l'écouter et je peux l'honorer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je sais que c'est vrai pour moi, c'est juste, c'est réel. Et est-ce que tu vois, parce que du coup, tu accompagnes... plus des femmes, à ma connaissance, voire que des femmes peut-être C'est principalement des femmes. Et est-ce que tu vois que chez les femmes, peut-être il y a quelque chose de pas se faire confiance en particulier? Est-ce que tu vois quelque chose du fait que les femmes, mine de rien, moi je le vois parce que je suis une femme assez affirmée, mine de rien, mais je vois bien autour de moi mes amies femmes et mes amis hommes que les questionnements sources ne sont pas les mêmes, c'est sûr. et que les peurs ne sont pas les mêmes et les questions de légitimité
ne sont pas les mêmes. Mhm, Est-ce que donc, comment tu le vois chez les femmes, ça? Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de forces invisibles dans la culture, dans le conditioning, je ne sais pas comment dire ça. Le conditionnement. Ok, conditionnement des femmes qui nous orientent vers une sorte de centre d'intérêt qui est à l'extérieur de nous. On est toujours reconnu si on porte attention aux autres. Oui. Si on est poli, on parle doucement, on crée pas des vagues. Je trouve qu'on peut aussi avoir peur de sembler intelligente, de se valoriser. Ça se manifeste vraiment si tu commences à creuser, tu le vois partout en fait, même dans comment on fait confiance à notre corps. Déjà avec l'appétit. Vrai sujet. Vrai sujet. Oui, non, mais c'est vrai, le rapport au corps. Le rapport au corps, j'ai envie de manger ça ou je me sens pas bien dans ce que je porte, ça me fait mal. Oui. On met toutes ces choses un peu petit à petit, on pense que c'est des choses un peu anodines, à force de nier la vérité de ce qu'on ressent dans notre corps. Et après, quand tu vois que les émotions sont issues de nos corps, c'est des ressentis physiques. Oui. Là, tu as vraiment un sujet. Et dans le coaching que je fais, c'est aussi d'aider des personnes à mieux s'entendre sur le plan cellulaire. Oui. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Et si tu n'as jamais été En encouragé à s'écouter à ce niveau, il faut développer ça à partir de quel âge où tu es en train de porter attention à ça. Donc, tu as un peu des choses à rattraper. J'entends ça souvent avec mes clientes. Après, il y a beaucoup de croyances sur si je m'écoute, qu'est-ce que ça va faire? Quel est le prix que je vais payer? Tu sens que ça va être un cycle vicieux. Si je commence à m'écouter maintenant, oh là là, ça va faire domino de toute ma vie qui va I'm out of bouger. here. Ouais. Je quitte le job, je quitte le partenaire, je quitte les enfants, les parents. Ça donne un constat de oula, faut que tout déménage. C'est l'explosion. Je pense qu'il y a une réelle peur chez les femmes de si je commence à vraiment m'écouter, j'ai peur de ce que je vais entendre. Et donc du coup, ça c'est quelque chose. Ça, tu le vois, toi. Tu vois ces femmes qui ont peur et qui quand même arrivent, même par des petites choses, j'imagine, à réenclencher le mouvement. Déjà pour savoir, parce que c'est des choses qui sont inconscientes pour la plupart. Et c'est aussi des choses qui sont soutenues par la société. Donc, c'est pas forcément quelque chose que tu vas dire, ah oui, il y a un problème. Bien sûr, ça se voit pas en fait. La plupart de tes potes, ils vivent vont comme dire ça. la même chose. Voilà. Donc, c'est déjà d'avoir tous ces éléments qui restent un peu dans le zeitgeist de notre culture, de les faire vraiment sortir de l'ombre et prendre conscience de leur impact dans ta vie. C'est pas la même chose. Et les peurs qui sont en lien avec qu'est-ce qui va se passer si je commence à m'écouter, où ça peut aller, où est-ce que ça peut virer. Chaque personne a leur propre histoire. Peut-être c'est aussi dans leur famille. Il y avait une femme qui s'est écoutée et finalement elle était exclue. C'était la tante tarée ou le spinster. Hystérique, qui s'est mis en danger. Et puis même avec tout, moi ça me fait penser, parce que c'est qui me passionne, de toutes ces femmes qui ont une connaissance des plantes, quelque chose d'assez relié à la nature aussi, et qui ont été discriminées là-dedans parce que sont folles de croire à ça en fait, parce que la science dit que c'est A plus B, que c'est comme ça, et ça ne s'oppose pas forcément. En fait, c'est important que chacun trouve son chemin, mais que leurs connaissances qui étaient parfois des connaissances de grand-mère, de transmission, de choses qui sont pas écrites quelque part, mais qui sont en elles, et ben c'était d'un coup aussi puni en fait, presque brûlé, les sorcières brûlées. Ça a créé des peurs de danger de mort, de se dire si je parle de mes intuitions, et ben en fait je vais être complètement mise au banc de la société. Complètement. Et peut-être il y a eu une vraie expérience quelque part dans leur famille qui a fait que il y a cette trauma qui persiste dans leur information génétique en fait, parce que maintenant on sait de plus en plus avec l'épigénétique, il y a des traumas des générations précédentes qui persistent. Donc il y a ça, c'est aussi un sujet. Parfois il y a des choses, c'est je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de X. C'est une histoire assez marrante. J'ai rencontré il y a quelques jours une femme américaine qui est en France depuis 1 an et demi parce que son mari était placé ici et elle avait
vachement du mal à accepter sa vie en France. Donc c'est un peu différent de ce que tu entends souvent des Américaines qui sont contentes de venir à Paris et tout ça, c'est génial à Paris. Mais pour elle, il y a vraiment un truc, un blocage. Et elle m'a dit, mes parents, parce qu'elle venait d'une famille issue d'immigration, elle a dit, ma famille a travaillé toute leur vie à s'assimiler aux États-Unis. Et moi, je quitte pour venir en France. J'ai un vrai dégoût de la culture française. Oh, wow. And I was like, where is that coming from? Ouais. Ça vient de quelque part. Ça serait intéressant de voir, d'aller chercher un peu plus loin, mais est-ce qu'il y a des histoires dans ma famille? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai entendues par rapport à les Français qui fait qu'elle a une vraie résistance? Peut-être c'est complètement inconscient. C'est aussi ça, avec l'écoute, t'entends des choses qui sont chargées. Mais les gens, ils le répètent comme si c'est rien à voir, normal. Souvent. Mais il y a quelque chose derrière. Et donc, c'est l'idée de dire, mais est-ce que tu t'es entendu dire ça? Oui. Qu'est-ce que tu penses que c'est derrière? Et donc, c'est un peu cet questionnement que je trouve fascinant parce que ça peut t'amener je sais pas où. Donc, peut-être c'est ça qui va être le déclencheur de cette nouvelle chapitre en France. C'est une curiosité pour son passé inconnu. Je sais pas. Ça me fait penser au livre que tu m'avais partagé, que j'ai lu. Le livre de Galit Atlas sur l'héritage émotionnel, transgénérationnel. Et ça m'avait vachement que t'avais interviewé vachement influencé et inspiré cette regarde qui est complètement c'est fascinant et tu dis mais ah oui, il y a carrément des choses on porte en nous inconsciemment. Et même pour moi de venir en France, ça reste quand même un mystère de ma vie. Oui, c'est ça, je voulais te poser cette question parce que de ce que j'avais entendu, t'as toujours été attirée, donc t'es née à New York, et t'as toujours été attirée par la France, et t'avais pas dit à tes parents, justement, adulte, j'irai en France, enfin, il y avait pas quelque chose comme ça, ou en tout cas d'où ça vient, parce que c'est quand même pas rien de traverser un continent, un océan même, et de se retrouver en France, sans parler, peut-être, je sais pas si tu parlais déjà un peu le français. C'était pas comme aujourd'hui. Donc c'était loin. Non, je pense que ça reste une sorte d'énigme énorme de ma vie. Qu'est-ce qui a fait que fille à Brooklyn, dans un quartier... rien à voir, c'était vraiment, il n'y avait pas des Français, j'étais pas dans une école bilingue, j'étais pas dans l'Alliance française, c'était vraiment un quartier d'immigrés italiens, russes, où ils ont proposé le français à l'école. Et il y avait un programme qui était vachement cool qui s'appelait French in Action. Et c'était une façon d'apprendre la langue avec les petits scénarios où tu voyais des personnes acter des scènes en français et après tu avais un prof qui t'expliquait ce qui se passait. Mais du coup, c'était vraiment contextuel. Ça m'a tout de suite séduit. Tu voyais des acteurs qui se baladaient dans les jardins de Luxembourg, et qui allaient au café. L'art de vivre français. Et j'ai entendu qu'apparemment l'actrice qui était le personnage principal, c'était une actrice de porno. Ok, d'accord. Je sais pas. D'habitude, c'est un film français? Ça s'appelait French in Action. Donc c'était un truc pédagogique. Parce qu'en France, un des défauts en France, c'est que quand on est dans une case, on a du mal à sortir, par rapport aux États-Unis où on dit que tu peux faire plein de choses à la fois. Là, ça vient, mais c'est en France en général. Donc en général, quand quelqu'un faisait du porno, c'était pas dit qu'après, vous pouvez passer dans le petit film d'artiste au jardin du Luxembourg. Ouais, voilà. Donc pour elle, c'était wow, this is the best job ever. Mais bon, je sais pas, il faut que je regarde si c'est vrai. Mais je parlais de ça l'autre jour. Donc il y avait des petites choses, j'étais exposée à certains éléments qui, ça, that makes sense, que ça m'a plu. Mais à quel point de orienter toute ma vie pour venir en France, de devenir française et plus jamais regarder en arrière. J'ai l'impression qu'il y a une autre énergie, une autre force qui vient de je sais pas où. Donc ça reste un peu une source de fascination. Oui, et que t'expliques toujours pas donc aujourd'hui. Il y a des choses, je sais que ma mère, elle écoutait beaucoup de la compositeur Bizet parce qu'elle aime beaucoup la musique classique, donc elle dit que c'était parce qu'elle parlait pas mal de la France, Europe et tout ça qu'elle m'a transmis ça. Mais j'ai appris aussi, et peut-être c'est ça qui me touche un peu plus, que mes ancêtres, en fait, j'ai un arrière-grand-mère, comme beaucoup d'Américains, on vient d'ailleurs,
Et j'ai ma arrière-grand-mère qui est partie de la Russie. D'accord. Qui est aujourd'hui, en fait, Ukraine. À l'époque, c'était la Russie. Elle a dû partir parce que c'était dangereux. Et elle est partie avec ses 2 filles. Donc, elle avait une fille qui avait genre 4 ans et une autre qui avait 2 ans. Sur le trajet, il y avait la petite qui est décédée. Ça, c'était l'histoire. Tout le monde dans la famille sait. Mais ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est qu'elle a passé par Paris. Tout d'un coup, j'ai dit, mais, parce que pour moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma famille? Quel est le lien avec la France? Oui, qui a foulé la terre d'ici. Ouais, c'est ça. Quelque chose un peu, voilà, la terre. Why do I want to be ici? Et d'apprendre que elle était à Gare de l'Est ou Gare du Nord. Donc, elle était à côté chez moi. Pas loin de chez toi. Ouais. Et après, elle est partie, elle a pris un bateau depuis Anvers parce qu'il y avait beaucoup de transatlantic bateaux. Donc, elle était pas loin. Et après, je me demandais, mais combien de temps elle est restée? Quelles étaient ses conditions? Elle venait de perdre un enfant. Est-ce qu'elle a trouvé ça beau? Est-ce qu'elle s'est dit, ça serait cool de rester? Mais je dois continuer. Ouais. Peut-être autant de pensées. Comme si elle a dit, bon, je peux pas rester, mais un jour, quelqu'un dans la famille, oui. Sera là et vivra cette vie à Paris. Ouais. J'aime cette idée qu'il y a un lien avec... je sais concrètement qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui est passé par là, et comme s'il y a une histoire qui n'était pas terminée. Est-ce que tu as aussi le sentiment, parce que du coup, tu es mariée avec un Français, tu as eu 2 enfants qui sont... franco-états-uniens. Est-ce que tu as le sentiment que... peut-être que je te pose une question où tu vas me dire pas du tout, mais est-ce que tu as le sentiment que l'homme avec qui tu es aujourd'hui, vous aviez comme rendez-vous et te dire, en fait, voilà, un Français, moi, je devais aller à sa rencontre à un niveau très, très subtil des choses parce que tu pouvais pas le savoir avant, mais cet appel vers cette vie de famille aussi. Complètement. Oui, en plus, on a une histoire qui est très drôle parce que quand je suis partie de New York, j'ai travaillé dans une société où il y avait beaucoup de jeunes. C'était après la fac et on avait tous entre 22 et 25 ans, ou 27, ça c'était genre les seniors. Et on traînait pas mal ensemble après le boulot et il y avait quelqu'un avec qui je travaillais, Tim, qui avait une copine française, Mylène. Quand j'ai annoncé que j'allais venir en France, à Paris, Tim, il m'a dit, mais je te donnerai le numéro de Mylène, comme ça tu peux la contacter. Tu vas la contacter, traîner avec elle. Et je l'avais vue une fois dans une soirée et on s'est bien entendu. Et quand je suis venue en France, j'avais un autre numéro de téléphone d'une fille avec qui j'étais à la fac et après il y avait Mylène. Mylène, elle était super cool avec moi, elle m'invitait à des soirées et un jour, elle m'a présenté Fabrice. Et elle nous a mis ensemble dans un restaurant et pendant tout le repas, on s'est parlé, il a fait des petits croquis, des dessins rigolotes et tout d'un coup, j'ai senti que mon français était formidable. J'étais hyper intimidée par normalement toutes les personnes, mais avec lui, ça coulait. Là, il n'y avait pas de problème, j'étais vachement à l'aise. C'est-à-dire que Mylène, elle vous avait un petit peu... Elle nous a mis son bye. Dis donc. Mais c'était... Non, on était dans un restaurant avec d'autres personnes et on était ensemble et on a passé toute la soirée à papoter et à rigoler. Et donc voilà, il est devenu mon mari, etc. On a 2 enfants ensemble. Mais ce qui est drôle, c'est que Mylène et Fabrice, mon mari, ils étaient ensemble à un moment donné, des années avant. Et ils ont voyagé à New York ensemble. Et c'était pendant ce voyage à New York que Mylène a rencontré Tim. Wow. Dans une soirée à NYU. C'est un chassé-croisé. C'est fou, non? Ouais, c'est fou. C'est fou. Donc, moi, je bossais avec comme quoi, Tim. ça se tient à pas grand-chose. Ça se tient à pas grand-chose. C'est ça que je trouve fou. Ouais. Et c'est fou que moi et Tim, on travaillait dans le même bâtiment et il fallait que ça switch, quoi. C'est fou, non? C'est fou. On peut dire que le hasard n'existe pas. En tout cas, toutes les écoles sont possibles. Ouais. Mais la frontière
Ouais. créer de l'énigme en tout cas. Complètement. C'est tellement la vie. Elle Et est parfois, tellement, tu dis, bon, c'est juste, c'est fou, comment ça se fait? Ouais. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble, c'était Ouais. pas une petite histoire. Non. Et aussi, c'est amusant parce que souvent, des personnes, j'ai des copines qui sont mariées avec des étrangers, il y en a pas mal. Et parfois, il y a vraiment une sorte de, peut-être souffrance, c'est pas le mot, mais une sorte de frustration culturelle parce que on parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes références. Parfois, il y a une incompréhension. Moi, des codes des culturels. codes. Ils pensent que je suis nanana, mais c'est pas ça mon intention. Pour moi, le contraste est une source de richesse et de curiosité et beaucoup d'humour. Entre vous. Ouais. Que il va dire un truc, il va utiliser une expression que je comprends pas et je vais trouver ça fascinant, drôle et vice versa. Donc je pense que en fait, vous êtes toujours en curiosité l'un de l'autre, de encore vous découvrir. Ah bah tiens, là je comprends pas ce que tu dis. Et que ce soit toujours un prétexte à la rencontre. Complètement. C'est ça que j'entends. Ouais. Et le prétexte à la rencontre, mais je pense que tu dois kiffer aussi ce que tu es en train d'apprendre. Et pour moi, le français est aussi une source de fascination. Je pense que c'est aussi sa façon de parler qui est très visuel, qui est très drôle, qui me va. Parce que j'avais rencontré d'autres Français pour lesquels c'était pas le cas. En fait, ils parlaient français, mais il n'y avait pas la même approche. Oui. Et lui, il est vachement curieux par la culture américaine. Ça a toujours été son kiff aussi. Il est musicien, il est artiste et il a appris l'anglais en lisant les paroles de tous les groupes qu'il adorait. Mais il y avait d'autres Français que j'avais rencontrés où tout de suite ils voulaient m'apprendre ma culture et comment c'était nul. Oui, te faire ton éducation, quoi. Merci, mais ça ira. Donc j'ai 2 questions par rapport à ça. Comment tu dirais que votre couple, il savait passer les étapes de 25 ans ensemble? Waouh, bravo. Et toi, dans ton propre chemin, on en parlait tout à l'heure, de femme et professionnelle, avec ces différentes étapes, journaliste, head of Yelp, coach, comment lui, il te soutient là-dedans? Bon, c'est vrai qu'on a passé par tellement des phases différentes. Il y avait des moments où j'avais pas d'adresse. Je suis allée chez lui. Après, j'étais journaliste et j'avais des piges. Je pense que pour l'un et l'autre, peu importe le flow, l'endroit où on se trouve professionnellement, on est là pour combler l'autre, si nécessaire. Vous êtes en équipe? On est en équipe, ouais. Mais c'est même pas quelque chose où on a dû... C'est pas intellectuel? Non, c'était juste comme ça. Mais je dirais pas non plus qu'on est complètement fasciné par l'activité de l'autre. Intéressant. Il adore le tennis, il est passionné par ça, par la musique et par le tennis. Je comprends, je peux engager les conversations autour de ça, mais tu c'est te ferais pas non tout plus... Roland Garros, quoi. Non, I mean, we do like to go to Roland Garros. J'aime bien, mais pas à ce point-là. Oui, pas à son point, lui. Non, je regarde pas les tutoriels pour perfectionner ton coup de... mon coup de doigt. Mais je peux rentrer en dialogue avec ça. Et je pense que ça, c'est important. Au moins, ça, c'était important dans notre couple. On a suffisamment de la curiosité sur les intérêts de l'autre, mais on n'a pas besoin d'être complètement alignés. Et qu'il y a aussi la souplesse et l'encouragement pour que l'autre va aussi loin que lui ou elle veut par rapport à son intérêt. Il n'y a pas de... Il n'est pas limité. Non. C'est marrant parce que j'ai l'impression que de tous les couples qui fonctionnent, ça fait partie, ce que tu dis là, des choses ultra importantes et qui viennent à chaque fois. Parce que j'adore parler j'adore ce sujet. Ok. Parce que je suis passionnée par ce qui crée qu'un couple peut durer à travers le temps. Je trouve ça beau. Je vois que le fait que chacun puisse être libre aussi dans ce qui lui plaît et de faire son propre chemin à lui, même dans le couple. Et tant pis si l'autre il comprend pas tout, mais il y a une liberté de ça. Et je trouve que c'est... c'est super important. Et je pense que c'est important aussi que tu peux, si ton partenaire ne partage pas le même niveau d'enthousiasme avec ton centre d'intérêt, que c'est pas un problème. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être là aussi, des collègues, des amis, des personnes qui font la même formation que toi, avec qui tu peux aller plus loin. On n'est pas obligé de tout trouver chez... Non.
le partenaire amoureux qui devrait tout valider, tout Non, soutenir. non, parce qu'en plus, si tu regardes 25 ans de vie ensemble, on a passé par des centres d'intérêt et des professions Différents. et des activités pro complètement différentes. Donc, j'étais dans la mode, j'étais dans la beauté, j'étais dans le lifestyle, j'étais dans la presse, j'étais dans le blogging et la photo et tout ça. Et donc, c'est un peu irréaliste d'imaginer que l'autre personne va avoir exactement les mêmes intérêts que toi, au même niveau. Mais juste d'avoir un soutien et une sorte de curiosité suffisant pour que toi, tu puisses aller aussi loin que tu veux. J'ai une question aussi. Tout à l'heure, tu disais, on va progressivement en entonnoir en la fin. Ça passe vite, hein. Je sais pas comment tu le sens, mais moi, ça passe très vite, là. Je sais pas combien de temps on est là. Je trouve que ça passe très vite, ce qui est très agréable. Tu disais en te présentant que tu avais 52 ans et que c'était un passage, quand même, que tu n'avais pas forcément imaginé comme ça. Comment toi, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais ça, que tu vois que ça fait bouger des choses en toi? Comment tu l'appréhendes et quel regard tu portes sur je cette trouve que c'est dimension? hyper positif. Donc déjà, je vais dire ça, parce qu'on se connaît beaucoup plus et mieux. Et j'ai parlé avec une copine, je vais te donner, je viens juste de quitter une copine que je connais depuis plus de 20 ans. On se voit pas hyper souvent, mais on avait cette prise de conscience ensemble par rapport à nos activités actuelles, qu'il y a certaines choses qui viennent plus naturellement, des opportunités ou de pouvoir connecter des points, ou peut-être avant, c'était le sensation, c'était comme si il fallait pousser, forcer, insister, là, look at me, or this is what I'm doing, quelque chose un peu plus dans l'effort. Le combat. Pour elle, par exemple, elle a fait beaucoup d'études, elle s'est formée dans le cinéma, dans le storytelling, elle a écrit un scénario, elle avait travaillé pour des marques, à être chef de storytelling et tout ça. Et là, elle a envie de devenir actrice et d'aller dans une école assez réputée pour ça. Elle a 56 ans. Génial. Mais elle m'a dit, mais j'ai l'impression que je suis un peu guidée. Il y a des choses qui se passent que j'attendais pas et vraiment des choses. C'est pas dur, c'est pas dur. C'est pas de l'effort mental de dire je. Non, elle s'est inscrite dans un cours. Elle pensait que ça allait être l'appréciation des textes de théâtre, que c'était juste de vraiment étudier le texte, mais finalement c'était un cours d'acting. Et donc tout d'un coup, elle s'est trouvée avec d'autres acteurs et avec un prof qui le formait à être actrice. Wow. Elle l'avait jamais fait et elle a trouvé ça fabuleux et finalement les gens ont dit mais t'es super douée. L'autre discussion, c'était sur le fait que en fait il faut pas nier l'expérience de la vie. Pour qu'elle ressente que c'était naturel, c'est pas juste, ok, tout d'un coup, je me sens à l'aise à être actrice. Elle a étudié les textes, elle a écrit des scénarios, elle était formée à l'école Lumière. Elle avait fait beaucoup de choses pour développer aussi ses atouts, ses sensibilités. Et maintenant, elle peut dire, ah, that feels good. Mais elle a l'expérience derrière pour l'aider à se faire confiance. Et je vois ça aussi avec mon parcours. Il y a certaines choses maintenant où il y a des opportunités, des conversations que je vais avoir qui sont complètement naturelles. Et après, quelqu'un m'a dit, mais tu veux pas faire quelque chose ensemble? Ou j'aimerais bien te présenter à quelqu'un. Et donc, c'est ça en fait, où c'est moins dans le j'ai besoin de mettre l'énergie derrière la justification de qui je suis, mais je suis juste la personne que je suis avec mes expériences, avec mes centres d'intérêt, avec les sujets de moment qui me fascinent et ça suffit de juste amener ça aux échanges et il y a des choses qui se passent. Et tu disais je commence par le positif, mais est-ce que du coup il y a du négatif ou ça va pas du tout? Bon, les négatifs, c'est que c'est vrai que ça fait un peu flipper en fait que tu vois qu'il y a moins de temps. Chaque année a une charge un peu différente. Oui. Si tu prends conscience en fait de la valeur de la vie parce qu'il y a un peu moins que l'année précédente. Mais après, et aussi voilà, il y a des changements physiques, il y a certains inconforts. Mais bon. Et les femmes, je trouve qu'elles sont belles. Enfin moi je trouve qu'il n'y a pas une femme de 50 ans ou même de 60 ans. Et j'en vois vraiment, même dans mon podcast, comme par hasard, j'interviewe que des femmes que je trouve belles. Est-ce un hasard ou pas? Non, mais en tout cas, que je trouve... Parce que c'est aussi la beauté
Je trouve il y a quelque chose qui vient illuminer le physique qui part de l'intérieur. On voit plus l'intérieur de la personne à travers son extérieur. Et en même temps, je trouve pas qu'une femme de 30 ans est plus belle qu'une femme de 50 ans ou de 60 ans, ou même de 70 ans, ou de 80 ans même. Mais c'est juste, oui, une image différente. Mais après, je trouve que à ce rapport-là, c'est toujours possible de se dire belle et de se voir belle. Mais c'est quelque chose, il faut... Ok, moi, je suis comme toi, ok, je peux faire ça, je vais admirer et vraiment trouver belle une femme qui se sent bien, qui a des choses à dire, qui a la confiance, qui a un mouvement. Mais c'est vrai que quand c'est toi, c'est pas aussi facile parce que tu vois des choses qui bougent, des imperfections, le rapport à des soi, choses. Des rapports par rapport au passé. Oh my God, that's different. What the hell happened? Oui. Mais après, c'est de passer à l'étape suivante où est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en forme? Est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai l'énergie, la vitalité, des choses comme ça? Et pour moi, tout est tchac. Oui. C'est très bien. Je pense que le jour où c'est compliqué à faire des choses que tu as envie de faire parce que ton corps n'est plus en rendez-vous, ça peut être compliqué. Oui. Après, moi, je connais une femme de 85 ans, Danielle Flamenbaum, que j'ai interviewée déjà et que je vais réinterviewer et qui me dit moi je me sens toujours aussi bien en forme à 85 ans. Ouais, c'est génial. Et c'est ça, on a des cycles, on a des phases, on a des projets qui sont différents à chaque chapitre de la vie, de 20 ans, 30 ans, 40, c'est pas pareil en fait. Donc c'est aussi d'être, pour revenir un peu ce que je disais avec mes clients, c'est d'être là au moment où tu es en train de construire et pas comparer la personne que tu étais il y a 25, 30, 40 ans en disant oui mais c'est différent donc je suis complètement perdue. C'est de construire un peu une sorte de sérénité à la place dans laquelle tu te retrouves. Et de quoi tu as envie toi pour la suite là maintenant, pour le prochain chapitre là de ta vie? De continuer mes projets, de toujours avoir des idées, de pouvoir être suffisamment patiente pour faire grandir mes idées. Parce que parfois j'ai beaucoup, donc je peux passer à une idée à une autre. Donc c'est pour ça que je suis contente de moi d'avoir pu me reposer suffisamment sur le projet du livre pour vraiment aboutir à cette envie que j'ai depuis un certain temps. Donc c'est de continuer sur cette regard sur les idées, de les donner le temps de vraiment nourrir. Et aussi peut-être c'est l'inverse, c'est aussi de pouvoir accueillir de l'espace vide où je suis pas dans la productivité, je suis pas en train de construire un nouvel projet ou voir comment faire évoluer mon activité, mais juste bouquiner, méditer, contempler la vie. Complètement. Les voyages, les moments avec des amis, la famille, d'être plus dans l'accueil de le non-faire. Merveilleux. Je vais te poser 3 dernières questions. C'est déjà la fin. Donc, c'est des questions courtes. Tu peux y répondre en un mot ou un peu plus si tu en as envie. Qu'est-ce qui t'aide à t'aimer au quotidien? Je pense que c'est ma liberté de faire des choses que je veux, de vraiment aimer ma vie. Comment souhaites-tu voir évoluer l'humanité ces prochaines décennies ou siècles? La fin de la patriarchie. Women taking up more space. J'ai vraiment l'impression que si on avait plus de femmes au pouvoir dans tous les secteurs, on aura un monde beaucoup plus apaisé, beaucoup plus harmonieux, le respect de la nature, de la communauté, des enfants. Et c'est pas, je sais que ça peut être un peu triggering, parfois des personnes pensent que ça veut dire que il n'y a plus de place pour des hommes, mais c'est juste que non, c'est le moment. On a vu ce que ça donne. Ouais, et pas des femmes qui imitent les hommes. Non. Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui, dans des postes de pouvoir, elles vont se masculiniser pour pouvoir exister dans ce monde. Mais je pense qui est encore que c'est une très question masculin. de numbers, parce qu'il n'y a pas assez d'exemples, en fait, de femmes leaders qui dirigent différemment. Oui. Mais et on est toujours un peu écrasé pour le modèle hiérarchique, power over. Peut-être on peut dire que ça c'est la phase A de cette transition, et pas non plus dire que si on a des femmes managers qui sont nazes, ça veut dire que ça marche pas. Quelle question te hante souvent?
Il y a plusieurs. Bon, il y a des angoisses. Bon, moi, je vais pas parler des angoisses un peu combien de temps passer sur des écrans, des enfants et tout ça. That's like AI et tout ça. Mais plus, pourquoi on est vraiment là? Comment c'est ce qu'on est censé faire avec la vie qu'on a? Passionnant, merci beaucoup Ziva. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire, porter au micro, quelque chose, un message ou une envie là particulière avant qu'on se quitte aujourd'hui? Non, je trouvais ça génial, cette conversation, et ça m'a donné l'opportunité de parler et de penser à certaines choses qui restent dans l'arrière-plan, et donc de pouvoir l'articuler, ça m'aide aussi de mieux me connaître. Donc, pour les personnes qui écoutent, je veux juste vous dire merci d'être avec nous aujourd'hui et voilà, de faire confiance à vos curiosités, aux petites portes qui s'ouvrent, et de pas trop poser des questions sur à quoi ça sert. Juste laissez-vous être porté par la curiosité. Merci beaucoup Ziva. Je mettrai ton site internet en description de l'épisode, comme je le fais pour chaque épisode d'ailleurs. Et si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit cœur, ou si c'est sur YouTube, ou sur une étoile, des 5 étoiles si c'est sur une application de podcast. Vous pouvez aussi l'envoyer à un proche. Voilà, ça aide le podcast à grandir. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode, et merci beaucoup encore Ziva pour cet échange. J'ai beaucoup aimé ce temps avec toi. Merci Sarah, merci. Un monde vivant. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et vous abonner sur YouTube et Substack. Vous pouvez aussi le partager à un proche. À bientôt. Un monde vivant.